La montagne m'est d'abord apparue comme une terre profondément hostile, un univers de cauchemar évoquant la fin du monde. C'était en 1961. J'avais 9 ans. Ma mère m'avait placé dans un pensionnat religieux du Valais suisse, à Bulle, dans le district de la Gruyère. L'établissement était dirigé par des religieuses assez méchantes, qui organisaient parfois des excursions en montagne, l'été. Pendant l'une de ces sorties, nous avons dormi dans un chalet d'altitude, un bâtiment tout en bois, dans mon souvenir. Un violent orage a éclaté à la tombée du jour. Il faisait très sombre dehors, et à intervalles réguliers, à travers les petites fenêtres du bâtiment, j'apercevais les éclairs illuminant à un instant l'intérieur. J'étais loin de mes parents, sans aucune famille, aucune connaissance autour de moi, et me sentais très vulnérable. Pas mal d'excentriques annonçaient la fin du monde à cette époque, et je me suis dit qu'elle était arrivée. Il n'y aurait pas de lendemain. Je me suis senti extrêmement triste, loin de mes parents, de ma mère. J'ai éprouvé une forme de désespoir, d'injustice terrible, mais aussi un sentiment d'absurdité, de frustration. À peine commencée, la vie allait s'achever. C'était comme si j'entrais dans un cinéma où la séance était en train de se terminer. J'avais raté quelque chose. La montagne donnait un caractère tragique à cet épisode, surtout dans l'imaginaire enfantin. Vécue en ville, une telle histoire n'aurait pas pris la même ampleur. L'apocalypse aurait été relégué au rang de charlatanerie. J'ai encore l'impression de voir la scène, toujours vivace dans mon esprit, si longtemps après. J'entends le grondement du tonnerre. J'ai devant les yeux le vieux couple qui tenait le chalet, notamment l'homme aux allures de patriarche qui nous préparait à cette idée de fin du monde, disant qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. Nous sommes allés nous coucher et, contre toute attente, le lendemain matin, le monde était encore là. Cette histoire peut paraître anecdotique, mais elle a structuré chez moi un rapport très particulier à la montagne. Rapport que je qualifierais d'exorcisme. Je me suis toujours approché de la montagne comme s'il s'agissait d'une bête à apprivoiser. Ce n'était pas un monde hédoniste, attirant, mais un décor qui me faisait peur et qu'il me fallait dominer. Ce sentiment a accompagné toutes mes expériences en altitude, qu'il s'agisse d'abord de la randonnée, puis ensuite de l'alpinisme. Les techniques que l'on m'enseignait me permettaient de maîtriser cette espèce de bête sauvage. Je ne suis pas plus terrorisé qu'un autre par la montagne, mais j'ai toujours cette idée, même par beau temps, lorsqu'il fait chaud et que je me trouve dans une course facile, de cette présence diffuse d'une fin du monde. Tout est lié à cette scène originelle, imbriquant montagne et apocalypse. Bonjour à toutes et à tous. En fait, Bertrand vient de vous lire un extrait donc, de Montagne humaine, qui est le dernier titre de la collection Versant intime que je dirige chez Artaud, dont je vais vous parler ce matin, donc de Ruffin. J'ai tenu un petit peu à ce que cette lecture qu'on commence par cette lecture, parce que donc la collection Versant intime propose des entretiens avec des personnalités qui parlent de leur passion pour la montagne. Et pour parler un petit peu des fondements de la collection, je voulais un petit peu parler surtout des débuts, parce que les débuts m'ont toujours intéressé dans la vie en général et en montagne en particulier. Et j'ai trouvé que ce qu'encore une fois Bertrand vient de vous lire et très bien vous lire, et ce rapport parfois très enfantin que la montagne induit, et l'idée aussi souvent que la passion pour la montagne, que la connaissance de la montagne, quelle qu'elle soit, provient souvent de scènes enfantines, encore une fois comme celle qui vient d'être lue, qui est assez exemplaire. Alors, moi-même, je peux un petit peu vous raconter l'histoire de cette collection. Elle est née dans l'endroit peut-être le plus insolite et le plus éloigné de la montagne, c'est Monaco, puisque j'étais en fait à Monaco il y a une quinzaine d'années pour la promotion d'un de mes livres, puisque je suis par ailleurs romancier, et j'ai rencontré Philippe Claudel. Et franchement, on s'ennuyait pas mal, lui et moi, parce qu'on était dans un endroit, c'était un festival qui était lié à la littérature et au cinéma, qui était assez clinquant. On ne voyait pas trop ce qu'on avait à faire dans cet endroit.
Et je discute avec Philippe, dont je savais qu'il était originaire de Lorraine, donc il n'est pas du tout un pays montagneux. Et il m'explique qu'il avait voulu faire de la montagne depuis toujours, qu'il avait voulu devenir guide. Et donc j'ai proposé de faire son portrait pour le magazine du Club Alpin, qui s'appelle La Montagne Alpinisme. Et donc j'ai commencé une série de portraits. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Des portraits qui paraissaient dans la presse d'écrivains, de scientifiques, de voyageurs, d'artistes passionnés par la montagne. Et l'idée qui a couru dans ces portraits, et qui est devenue cette collection aujourd'hui chez Artaud, qui a été créée en 2018, c'est d'aller chercher des gens qui sont connus pour une activité, mais dont la passion de la montagne est souvent méconnue, mais dont on se rend compte quand on discute avec eux que cette passion en fait est structurante, que la montagne n'est pas justement un hobby, c'est pas quelque chose, je ne sais pas, si vous êtes là ce matin, si toutes et tous aimez pratiquer, faire de la montagne à des degrés selon des modalités diverses, mais généralement, les passionnés de montagne, c'est pas un hobby comme, j'en sais rien, je vais pas dire, faire des puzzles ou c'est quelque chose d'assez fort, d'assez charnel, d'assez viscéral. Et donc voilà, on a décidé avec Valérie Dumège, la directrice d'Artaud en 2018, de prolonger ces portraits dans des livres d'entretien, assez brefs, où la personne explique, raconte sa passion pour la montagne. Et quand je dis raconter, c'est que et c'est un petit peu la tonalité qu'on veut donner à cette rencontre ce matin. Je ne suis pas du tout un homme de concept ou d'idées. Je suis précisément quelqu'un qui aime les histoires, puisque je suis romancier. Je ne suis pas très à l'aise dans le monde des idées et des concepts. Et donc, tous ces livres, à leur manière, tous ces entretiens, racontent une histoire. Simplement, ils la racontent, j'ai dit un petit peu par les chemins de traverse, à l'aune de cette passion pour la montagne, qui, on se rend compte, au fil des années, est vraiment quelque chose de déterminant pour les personnes avec lesquelles on discute. Et juste s'agissant de Ruffin, puisque c'est le premier auteur dont on parle, le livre s'intitule « Montagne humaine », parce que précisément, Jean-Christophe Ruffin est quelqu'un, dans tous les secteurs de son existence, qui place l'homme comme essentiel. On le connaît évidemment comme médecin humanitaire, mais en montagne, il a une très belle formule pour expliquer que entre les grimpeurs s'instaure ce qu'il appelle une intimité du vertical, une amitié extrêmement puissante, extrêmement forte, que probablement on ne ressentirait pas ou avec une telle intensité quand on se trouve en plaine. Mais quand vous vous trouvez sur un sentier, et à plus forte raison sur une vire ou sur une voie, immédiatement des liens humains extrêmement forts s'instaurent. Donc voilà, Ruffin, moi, m'a beaucoup plu de ce point de vue-là, parce que dans tous les domaines de l'existence qu'il aborde, y compris quand il parle d'écologie, il a un discours aussi assez personnel dans le livre sur cette question. Il explique toujours qu'on ne peut pas défendre la planète contre l'homme. Après, c'est quelque chose qui est extrêmement... qui peut être discutable, qui peut discuter, et qui l'est du reste. Mais c'est ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est cette idée, et ça a donc encore une fois donné le titre de l'ouvrage Montagne humaine. Et c'est pour ça que je tenais peut-être à commencer aussi par cet auteur, donc qui est le dernier titre, paru de la collection. C'est que quand même, parler de montagne, j'oublie jamais l'homme dans cette équation. Voilà, donc je vais peut-être passer maintenant la parole à un autre lecteur qui va nous donner un autre... Bonjour. Ma première montagne est celle qu'Alphonse Daudet imagine dans La chèvre de Monsieur Seguin. Je me souviens très bien du plaisir un peu inquiétant que j'avais à me faire lire cette histoire par ma mère, et puis plus tard à la lire moi-même. J'étais fasciné par la jeune chèvre, légère, hantée par le désir de l'ailleurs, du lointain, de ce qui la domine. Elle est heureuse dans la chèvrerie de Monsieur Seguin, un homme doux et gentil, qui la traite bien. Et pourtant, elle ressent l'appel de la montagne, qui est plutôt une haute colline d'ailleurs. Elle ne peut y résister. L'épisode le plus prenant pour moi, je le rêve peut-être au fond parce que je n'ai pas relu cette histoire depuis longtemps, était celui où elle se trouvait au sommet et regardait vers le bas. Mon édition était illustrée, et je me souviens des images de la chèvrerie, minuscules, vues depuis les hauteurs. L'illustrateur avait aussi réussi à rendre la puissance du vent qui balaye l'herbe, ce grand vent du plaisir, du ciel qu'on touche presque, de l'infini. Ce moment du conte exprime magnifiquement les sentiments de bonheur et de plénitude
que l'on éprouve en parvenant au sommet. Lorsqu'on fait de la montagne cette fameuse contemplation monarchique du monde dont parle Gaston Bachelard dans La Terre et les rêveries de la volonté. En définitive, Alphonse Daudet dépeint à sa façon l'ivresse de l'altitude, voire de la haute altitude, expérience inconnue pour moi, que ressentent et dont témoignent certains himalayistes. Certains ne redescendent pas, ne reviennent plus dans le monde d'en bas, dans le monde des hommes. Grisés par le manque d'oxygène, leurs sens sont amoindris et tout à la fois exaltés, et cela affecte leur discernement. Ils décident de ne plus redescendre. Comme la petite chèvre qui souhaite rester là, combattre le loup en espérant peut-être le vaincre, même si, sans doute, elle sait qu'elle n'y parviendra pas. Le combat dure jusqu'à l'aube et puis elle meurt. Il y a quelque temps encore, je n'aurais pas forcément rattaché cette lecture à la montagne. Je me suis rendu compte de la dimension symbolique de ce conte quand j'ai essayé de revenir par la mémoire dans ma haute enfance, les premières images, les premiers mots, les premiers parfums. Le fait est qu'au moment où ma mère me lit la tragédie de Blanquette, je m'aperçois aussi que la terre peut ne pas être constamment plate, que parfois elle se bosselle, se courbe, s'élève, se creuse. On me présente physiquement la montagne. Je dois avoir 3 ans peut-être. Alors, ce qu'on vient de vous lire, c'est un extrait donc, du livre de Philippe Claudel, Le lieu essentiel. Je dois dire que quand Philippe m'a raconté cette histoire, j'étais assez frappé et touché, parce que moi-même, j'étais terrorisé, enfant, quand on me lisait le conte en question. Enfin, j'avais des images extrêmement terribles. J'en faisais des cauchemars de ce conte. Philippe Claudel est quelqu'un qui m'a permis de débuter la collection, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, parce qu'elle a commencé en 2018. Et donc, c'est quelqu'un qui a été important dans ma vie montagnarde et ma vie tout court. Enfin, je lui dois beaucoup. Et j'aime beaucoup le titre qu'il a choisi pour notre ouvrage, Le lieu essentiel, parce que pour lui, la montagne, et c'est un petit peu quelque part ce qui court dans toute la collection, il explique que c'est un lieu dans lequel on se sent en adéquation avec soi-même. Et qu'en fait, on a tous, d'une certaine façon, un lieu essentiel. Bon, en l'occurrence, c'est la montagne, c'est mon sujet, mais je veux dire, on peut se sentir parfaitement bien dans la Beauce, dans un lieu précis en bord de mer. J'aime cette idée, et c'est un petit peu finalement ce qui a déterminé la collection. Vous savez, quand on écrit des livres, quand on publie, moi je ne suis pas du tout éditeur de métier, je suis plutôt auteur de pratique. On apprend au fur et à mesure et on découvre, au fur et à mesure parfois de l'écrit, au fur et à mesure où cette collection progresse, un petit peu ce qu'on veut faire et le sens qu'elle prend. Et en réalité, donc, quand on parle d'un lieu essentiel, je crois que c'est vraiment ce qui sous-tend cette collection et ce que j'aime faire dans les livres au fur et à mesure des entretiens que je mène, c'est découvrir quelque part comment la géographie, comment un territoire, un corps de pays forge les gens, forge aussi le corps de phrase, puisqu'il s'agit souvent d'écrivains. Et j'ai trouvé que ce lieu essentiel, cette formule de Philippe Claudel, est quelque chose que je trouve très belle à son propos, mais finalement qui peut définir, elle aura presque pu donner le titre de la collection, c'est le lieu essentiel, c'est un petit peu ce dont il s'agit. Et Philippe Claudel, donc, je pense que pas mal d'entre vous connaissent ses livres, peut-être son personnage, et donc c'est quelqu'un qui vient de Lorraine, de Dombasle, et son histoire avec la montagne est assez touchante, parce qu'en fait, depuis la Lorraine, il allait souvent dans les Vosges avec ses parents, et donc il a toujours, c'est encore une fois l'enfance, c'est ça qui me frappe une fois de plus, c'est ses souvenirs des trajets en voiture avec ses parents, d'abord dans les Vosges, qui sont assez proches, si j'ai bien compris, de la Lorraine, et puis plus tard, des trajets en voiture un petit peu à l'improviste dans le Tyrol autrichien. Et il a un petit peu ces souvenirs, on va dire, un peu fiévreux de l'enfant qui est derrière, sur le siège arrière de la voiture, qui voit un petit peu défiler comme ça des paysages de montagne, qui rêve sur ces montagnes. Et évidemment, cette rêverie, il a à cœur un jour ou l'autre de la concrétiser. Et pour ce qui concerne Philippe Claudel, et c'est intéressant par rapport au principe du livre, c'est que les lectures ont beaucoup compté dans sa vision, dans son désir de montagne, y compris dans son apprentissage technique. C'est quelqu'un qui m'a expliqué que les longues après-midi qu'il a passées dans la bibliothèque du collège lorsqu'il était étudiant, lui ont vraiment donné un désir de montagne. Et il y a un moment où il faut que les montagnes qui sont exprimées par des mots deviennent physiques, deviennent incarnées. Donc c'est quelqu'un qui a en commun
avec Jean-Christophe Ruffin, d'être comme un passionné d'alpinisme. Je raconterai un petit peu tout à l'heure comment il y a un petit peu deux types de personnages en fait que j'interviewe. Et les alpinistes comme lui, comme Ruffin, comme Étienne Klein, sont des gens souvent qui sont passionnés par Chamonix. Je me suis rendu compte qu'il y a des territoires qui sont un peu des endroits mythiques de ce que les alpinistes rêvent, les auteurs qui les font rêver, et que les uns comme les autres, un jour ou l'autre, veulent se retrouver à Chamonix, quelque part, pour être dans quelque chose où ils associent la vallée aux grandes figures de l'alpinisme ou de l'écriture de montagne comme Frison-Roche. Donc Philippe Claudel est vraiment un très très beau personnage. Et aussi, ce qui est intéressant chez lui, qui raconte très bien dans le livre, c'est comment s'engager sur une voie, s'engager sur un itinéraire, quelque chose qui est assez proche de s'engager dans un récit. Quelque part, il y a une lecture de la voie, il y a une manière de progresser de prise en prise sur une voie, comme on progresserait sur un récit, qui exprime assez bien, puisqu'encore une fois, tous les gens que j'interviewe sont des gens de plume, et à leur manière, toujours, le milieu dans lequel ils évoluent est assez similaire à la façon qu'ils ont d'évoluer dans leur propre art littéraire. Je vais faire une transition, parce que je crois qu'après une autre intervention, avec quelqu'un qui me tient très à cœur et dont on va très prochainement lire un texte, c'est Marie-Hélène Lafont. Là, je vous ai parlé de la montagne comme une terre de pratique, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la montagne aussi est un espace de vie. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai l'impression que la littérature alpine, pendant très longtemps, dans les livres qu'on publie, qu'on a publiés, qu'on continue encore à publier, on a souvent limité l'expérience de la montagne à l'expérience de l'alpinisme. Et Marie-Hélène Lafont, donc c'est un petit peu le contraire, l'antithèse. C'est quelqu'un qui vient de la moyenne montagne. Je sais pas, je suppose que certains d'entre vous ont lu ses romans. C'est quelqu'un donc qui vient du Cantal, Marie-Hélène Lafont. Et son histoire donc est tout à fait différente, puisqu'elle a grandi dans une ferme à 1000 mètres d'altitude. Une ferme, il faut imaginer un espace totalement isolé. Le premier voisine se situe à pas moins de 2-3 kilomètres. Et elle raconte ça dans beaucoup de ses romans. Et surtout, elle raconte cette idée que la géographie, je vous parlais tout à l'heure de corps de pays, forge vraiment les gens. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant, il y a une empreinte. Elle parle d'un pli qui est pris et d'une façon qu'elle a de comprendre où elle se situe dans le monde et à quel monde elle appartient. Ce monde, c'est celui de l'agriculture de montagne. Un monde qui est en déclin. Elle explique dans un de ses romans qui s'appelle Les Derniers Indiens comment depuis gamine, depuis les années 60, elle a constamment entendu la litanie de sa maman qui disait on est les derniers Indiens, on va disparaître, l'agriculture de montagne va disparaître. Et elle me racontait justement que à force de ne pas finir, ça n'en finit pas de finir, que quelque part ça continue quand même, mais elle parle très très bien de cette idée d'être du corps du pays, du pli qui est pris. Pour autant, elle a quitté ce pays et elle explique que attachement et arrachement chez elle sont indissociables. Et j'aimerais peut-être qu'on nous lise maintenant un extrait. Vous allez voir dans cet extrait, j'en parlerai après. C'est un épisode qu'elle raconte de son enfance, qui explique très bien comment on prend conscience quelque part de qui on est, de où on vient, de où on se situe. Et juste avant que la lecture soit engagée, excusez-moi, je suis assez bavard, je dois dire que parmi tous les auteurs que je publie et que j'espère continuer à publier, Marie-Hélène Lafont est quelqu'un d'assez singulier, parce que un livre d'entretien, c'est évidemment passer beaucoup de temps avec l'auteur. Ce sont des conversations qu'on prépare, qu'on mène, qu'on retranscrit, et après on essaie de donner forme à un livre qui a un petit peu un statut incertain. Je ne sais pas si vous êtes vous-même connaisseur ou lecteur de livres d'entretien. Le livre d'entretien a ceci de particulier qu'il mélange l'oral et l'écrit, et qu'on essaie de trouver, et c'est pas toujours facile avec l'auteur, une manière de faire que le lecteur assiste à une conversation, comme si il écoutait quelqu'un qui lui parle, une conversation qui s'engage. Et cette conversation, il faut à la fois qu'elle ressorte de l'écrit, puisqu'on est dans un registre littéraire, mais quelque part qu'elle ait aussi l'énergie, la tonalité, la spontanéité de l'oralité. Et c'est pas facile. Je sais franchement pas si sur les livres dont je vous parle ce matin, l'exercice est toujours réussi. Il y a une espèce de curseur qui irait, on va dire, de l'écrit sophistiqué à l'oralité plus affirmée. Et pour Marie-Hélène Lafont, dont vous allez entendre encore une fois un extrait que je trouve assez émouvant, j'avais l'impression que Marie-Hélène, quand je discutais avec elle et quand je retranscrivais ses propos,
me sculpter un livre dans l'espace. C'est-à-dire que elle a une manière assez inouïe de parler comme un livre, d'écrire comme elle parle, et que quelque part il y a des correspondances et qu'on puisse plus savoir où on est, tellement le langage, le rythme des phrases qu'elle martèle est singulier, personnel, puissant. C'est d'ailleurs une lectrice remarquable, et donc voilà, vous allez un petit peu entendre, même si ça n'a pas la force des romans qu'elle publie elle-même. Je prétends pas que le livre qu'on a fait, on n'est pas dans le registre de ses propres romans, mais pour autant il y a l'énergie. Elle dit parfois qu'elle a un petit peu l'énergie tellurique des volcans du Massif central, mais on a l'impression de saisir un flux, un petit peu un moment comme ça, et de le capter et de le garder dans toute son énergie. Je vous laisse. Mon rapport au ski alpin est particulier car il est lié à une expérience enfantine désagréable. À l'école primaire, notre maître, M. Brunet, qui était skieur, voulait nous apprendre à skier. Il avait probablement dû dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour trouver de l'argent afin de financer et organiser des sorties. Il nous emmenait pour la journée au plomb du Cantal, pour le ski de fond, et parfois au Lioran, afin de nous initier au ski alpin. Notre équipement laissait à désirer. C'était des pantalons fuseaux, des parkas approximatives, des bonnets tricotés à la main, des moufles sommaires, et il louait pour nous skis et chaussures. Les autres enfants qui évoluaient autour de nous venaient probablement de Murat ou d'Aurillac, disposaient du matériel dernier cri et nous regardaient comme des ploucs. Étant d'un orgueil féroce, je sentais très bien ce regard dédaigneux. J'avais le sentiment, au sens propre, d'être déplacé, de prêter à rire, notamment lorsque je tombais. J'ai gardé une photo de ces journées où j'apparais peu dégourdi physiquement. Je tombais beaucoup, j'étais gauche, pataude. L'épisode du Lioran sur ces pistes de ski marque une rupture pour la première fois. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Je me suis senti exposé au regard des gens dont je ne savais pas forcément qu'ils n'appartenaient pas au même groupe social que moi, mais dont je voyais très bien qu'ils me regardaient de haut, voire se fichaient de moi. La violence de cette expérience a sans doute été atténuée, en partie gommée, par la protection, la bienveillance dont nous entourait le maître. C'était un homme extraordinaire, avec lequel je me sentais en sécurité. Je serais allé au bout du monde avec lui. Il a d'ailleurs organisé de nombreuses sorties avec tous les élèves de l'école, notamment au lac Pavin, dans le Puy-de-Dôme, ou au gouffre de Padirac et à Rocamadour. Je n'ai ressenti aucun malaise au cours de ces voyages, tandis qu'au Lioran, sur ces pistes de ski dit alpin, oui. Symboliquement, cette expérience de hiérarchie sociale est associée aux pentes alpines, verticalité orgueilleuse, radicale, impitoyable. Je crois qu'elle le dit mieux que je ne saurais jamais le dire, mais quand elle m'en a parlé, j'ai fait les entretiens avec Marie-Hélène Lafont dans un café du 14e arrondissement à Paris, et je revois ses mains, je revois encore le ton de sa voix quand elle me racontait tout ça. Elle me dit, vous comprenez Fabrice, elle essayait que les pentes de ski du Lioran, qui vient encore une fois d'être très joliment lu, soient matérialisées devant moi. Donc voilà, et elle en tire ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle a compris qu'il y avait une verticalité du monde, de la société, et que dans cette société, dans cette verticale, voilà, elle venait d'un milieu qui était souvent déconsidéré, et cette déconsidération apparaissait symboliquement par un épisode en montagne. Voilà, c'est un petit peu ça qui est intéressant. On va changer un petit peu de massif maintenant et toujours parler de quelqu'un qui a grandi en montagne, qui est Bernard Minier. Alors on change tout à fait de registre littéraire, j'en ai conscience, qui est un auteur de thriller. J'en suis moi-même pas du tout spécialiste, mais il s'est trouvé que j'ai interviewé Bernard Minier pour donc ses portraits
du magazine La Montagne Épiniste, mais que le personnage m'a plu. En fait, quand on fait des livres d'entretien, quelque part, il faut un peu un coup de cœur pour la personne. Ça a été le cas pour Bernard Minier. Et Bernard Minier, quelqu'un, lui, qui a grandi au pied des Pyrénées. J'en dis pas trop parce qu'il y a un texte qui va être lu sous peu. Je veux simplement dire qu'ils ont en commun, comme avec Marine Lafont, de venir de territoires dans lesquels ils se sont sentis à l'écart, des territoires un petit peu de bout du monde. Celui de Bernard Minier, donc c'est le bas de la Haute-Garonne, qui est le pied des Pyrénées. Et donc voilà, il a ceci en commun que Marine Lafont, auquel je suis très attaché, c'est cette idée de vivre en montagne. Alors après, la montagne, Bernard Minier, je vous en parlerai après, on fait tout autre chose, parce que lui, il s'en sert comme outil de terreur. Donc c'est pas du tout la montagne habitée, c'est pas du tout la montagne travaillée de l'agriculture de montagne de Marine Lafont. Mais voilà, c'est aussi cette manière de montrer la richesse de la montagne, tous les versants au sens propre et figuré qu'elle possède, et toutes les possibilités, notamment artistiques, qu'elle recèle. Donc si peut-être quelqu'un... J'ai grandi à Montrégeau, Haute-Garonne, 2863 habitants. Une petite ville située dans le pays de Comminges, au pied des Pyrénées. Et j'ai eu ces montagnes devant les yeux durant toute mon enfance. Montrégeau est ce qu'on appelle une bastide, c'est-à-dire une des 300 villes nouvelles construites dans le sud-ouest entre la croisade des Albigeois et la guerre de Cent Ans. Bâtie sur une butte, de sorte qu'on y jouit d'un beau panorama sur le Pyrénées central, sur le piémont pyrénéen d'abord, ces grosses levées de terre rondes et boisées, et puis au-delà, sur la chaîne elle-même, ces cimes tourmentées, farouches. Cette vue vaste, pas ordinaire, vous confronte très tôt à votre finitude. La montagne était là avant vous, et sera là après. Elle pèse, en somme. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Cette vue jour après jour, quand elle vous accompagne pendant toute votre enfance, elle vous devient, pour ainsi dire, si familière qu'elle finit par installer en vous une géographie mentale. Je veux dire par là que cette barrière définitive, ce Finistère de roches, s'imprime en vous, à la manière dont j'imagine l'océan s'impose aux natifs de l'île de Sein, même une fois qu'ils l'ont quitté. Contrairement aux Alpes, le piémont pyrénéen démarre brutalement. On évolue dans la plaine toulousaine ou les collines du Gers, on va vers le sud et tout à coup, bam, ils sont là, les premiers contreforts. Ils jaillissent devant vous, alignés comme un régiment à la parade. Une barrière qui vous invite presque à rebrousser chemin. J'ai pris très tôt conscience de cette limite, notamment lors de mes escapades à vélo avec mes copains. Nous nous élancions souvent à bicyclette dans les collines qui s'étendent au nord de Montrégeau, mais aussi vers l'ouest, en direction théorique du Pays Basque, ou encore vers l'est et les Pyrénées-Orientales. Nous avions vaguement le sentiment, fantaisiste sans doute à cet âge, qu'en pédalant sans nous arrêter, nous aurions fini par atteindre l'océan Atlantique ou bien la Méditerranée. Or, ce n'était pas du tout le cas en direction du sud. Les Pyrénées étaient là, qui nous stoppaient très vite, nous barraient la route, nous interdisaient d'aller plus loin. À vélo, entre France et Espagne, il était rigoureusement impossible de les franchir. Ça vous apprend l'humilité et le renoncement. Ma première image mentale de la montagne est donc celle d'un mur, d'un obstacle infranchissable, et aussi d'un inconnu, celui qui commençait de l'autre côté. Peut-être de là mon goût pour le mystère et aussi pour les géographies littéraires. Voilà, ce qui m'a intéressé donc dans l'extrait qui vient d'être lu, au-delà de ça, chez Bernard Minier, c'est encore une fois l'idée comment l'environnement dans lequel on grandit forge votre imaginaire, et comment cet imaginaire, le concernant, le pousse à devenir écrivain. Et il raconte très très bien, enfin, dans les livres, il développe cette idée que moi j'ai eu l'image, enfin, par ma propre expérience de la montagne, de quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus harmonieux. Et quand vous rentrez dans un livre de Bernard Minier ou quand vous discutez avec lui, vous vous rendez compte qu'on parle de Lubac et l'Adret, et que voilà, il y a aussi ce versant beaucoup plus sombre de la montagne. Et il utilise très bien dans ses livres, et il parle très bien
de citer aussi que la montagne provoque un dérèglement des sens, quasiment un ensauvagement des personnages, et que ça peut les amener à commettre des crimes. Et c'est très très bien utilisé, ça, je trouve, dans ces livres, cette idée de l'intensité émotionnelle et de ce qu'un milieu qui peut vous ramener à des pulsions qu'on a souvent mis sous le tapis ou refoulées. Et il parle très très bien. Et ses livres donc se passent il a inventé un village, enfin il a inventé une commune qui s'appelle Saint-Martin-de-Comminges, qui n'existe pas, qui est un petit peu son territoire imaginaire, dans lequel son personnage récurrent, qui est un commandant de police, s'appelle Martin Servaz, mène des enquêtes. Et j'avoue, encore une fois, n'étant pas lecteur de thriller, j'étais assez frappé, et ça m'a enthousiasmé dans ses livres, par toutes les descriptions très longues que d'ailleurs ces lecteurs lui reprochent. Moi, je trouve que c'est plutôt ce qui en fait l'intérêt. Il arrive très très bien, par la connaissance intime qu'il a des Pyrénées, à emmener son lecteur dans ces petites vallées reculées où le soleil, notamment en hiver, ne perd sa peine, et où évidemment il y a une ambiance extrêmement anxiogène, inquiétante qui s'installe. Toutes ces petites vallées reculées, encore une fois, notamment en hiver. Et voilà, il y a quelque chose d'extrêmement réussi dans cette façon qu'il a d'utiliser la montagne et d'expliquer surtout comment la montagne, chez lui, est une espèce de conte. C'est aussi ça qui est intéressant, qui moi m'a touché certainement, qui touche mon côté certainement encore enfantin, c'est que effectivement, souvent dans les contes qu'on nous lit depuis l'enfance, il y a souvent la présence de la montagne, de la forêt. C'est des éléments vraiment récurrents. Et il utilise très très bien, il explique que ces romans sont des contes de fées pour adultes. Et je trouvais que c'était une bonne formule, parce qu'effectivement, tous les éléments du conte sont là, mais ce sont des contes horrifiques, et des contes qui sont comme associés à un massif que personnellement je connais très mal, qui est celui des Pyrénées, qui semble, si j'ai bien compris, être un massif extrêmement plus sauvage de caractère que les Alpes, que je connais un peu mieux, avec des vallées souvent qui sont en fait, si j'ai bien compris, parallèles, qui ne communiquent pas entre elles, donc qui ont un caractère extrêmement fort, et qui ont une philosophie de la montagne que j'ai découverte par certains interviews, qui est le pyrénéisme, qui est quelque chose d'assez intéressant, parce que ce pyrénéisme, que je n'oppose pas à l'alpinisme, mais c'est comme cette idée qu'on peut pas grimper sans ressentir, sans observer, et même sans écrire ou sans décrire, et que c'est une notion à laquelle il est très attaché. Et finalement, c'est pas étonnant qu'il soit écrivain sur les Pyrénées, puisque il imbrique constamment l'idée d'évoluer en montagne et d'analyser ses sensations et d'essayer, et je trouve qu'il le fait très bien, de les transcrire par des mots. Donc voilà, ça c'est encore une autre facette, c'est la facette du thriller. Maintenant, on va passer à un tout autre univers. Je vais rapidement le présenter avant qu'on en lise un extrait. C'est le physicien Étienne Klein. Donc là, on change complètement de registre, à la fois intellectuel et montagnard. Je dois dire que je suis pas du tout scientifique de formation, et que quelque part, produire un livre d'entretien avec un physicien est un petit peu ironique de ma part, parce que mes connaissances et mon niveau en matière scientifique est quasi nul, mais que j'ai énormément appris. Étienne Klein est quelqu'un d'extrêmement stimulant, il suffit de discuter 5 minutes avec lui pour qu'on ait appris des choses et qu'on se sente soi-même plus intelligent. C'est quelqu'un qui vous élève, puisqu'on parle de montagne au sens propre et figuré. Et j'aimerais, comme c'est prévu, qu'on nous lise un extrait du livre. C'était en 1978. J'avais tout juste 20 ans. Je venais de passer les concours des grandes écoles scientifiques, après 2 années de classe préparatoire. Pour me permettre de décompresser et de redonner à mon visage pâle quelques couleurs, mes parents m'ont offert un stage à l'UCPA. Guidé par je ne sais quel instinct, j'ai choisi le grand tour du Mont Blanc. Je revois encore le trajet en train, le changement à Saint-Gervais et surtout l'arrivée à Chamonix par une belle journée de juillet. J'avais rendez-vous au café de la Potinière où m'attendait notre guide et les autres membres du groupe. Alors que je remontais l'avenue Michel-Croz, j'ai éprouvé un choc en découvrant les verticalités du massif du Mont Blanc. L'aiguille verte, les drues, l'aiguille du Midi, l'Aisne. Jamais je n'avais vu pareille splendeur. Rien à voir avec les collines et les paysages émoussés du Morvan ou du Jura, que je connaissais un peu. La vue des 4000 et de leur neige éternelle m'a saisi. On nous a emmenés à Argentières, où était installé le bâtiment de l'UCPA. Puis nous sommes partis,
pour un périple de 166 km effectué en 10 jours. C'était assez sportif pour un début. Il fallait gravir pas mal de cols, avec parfois des dénivelés consistants. Mais je n'arrivais pas à me freiner, à marcher lentement, au même rythme que les autres. Le groupe était constitué pour l'essentiel de randonneurs aguerris, habitués aux longues marches, mais qui progressaient plutôt lentement pour profiter des paysages. Certains herborisaient même à la manière de Rousseau, ce qui n'était pas exactement ma pente du moment. J'avais, moi, l'impression d'être tiré vers le haut, comme sous l'emprise d'une force antigravitationnelle. Je me souviens, le 3e jour, avoir couru, ou plutôt marché très vite, et atteint le sommet bien avant le groupe. J'avais une bonne heure d'avance. J'étais inondé de sueur et sans doute en état d'hypoglycémie. Je n'ai pas pu résister à la tentation d'entamer quelque peu les vivres collectifs, dont nous nous étions répartis la charge, ce qui n'est pas bien du tout. Mais j'ai découvert ce jour-là que j'étais doté d'une assez bonne résistance, et que mon être entier ressentait l'aspiration par le mouvement vertical des cimes dont parle Gaston Bachelard dans L'air et les songes. Devant un col ou un sommet, certaines personnes se sentent oppressées par la densité de l'immense matière située au-dessus d'elles. D'autres sont littéralement aspirées. J'appartiens clairement à la seconde catégorie. Je me sentais emporté par toute cette puissance minérale, comme si une voix intérieure me soufflait d'une façon impérieuse. « Vas-y, mon petit gars, c'est là-haut que ça se passe. » Je n'avais alors aucun sens du rythme. J'ignorais comment bien gérer mes efforts, mais j'ai senti que ce milieu était très exactement fait pour moi. J'avais découvert non pas mon sport, mais ce dans quoi je m'engagerais physiquement. Et même corps et âme, si j'ose dire. Une révélation pure, un vrai coup de foudre, sans orage annonciateur. Voilà, donc c'est un extrait de Psychisme ascensionnel, donc le livre d'entretien avec Étienne Klein. Et voilà, encore une fois, je trouve que les auteurs expriment mieux que je saurais le dire cette espèce de fascination immédiate qu'il a ressentie en arrivant à Chamonix. Encore une fois, vous voyez, il a en commun avec Ruffin et Claudel, tous les trois, comme sont vraiment dans cette fascination de l'alpinisme et de quelque part de son temple qui est Chamonix. Voilà, et Étienne est quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup appris. Ce qui est intéressant et ce qu'il explique dans ce livre, mais dans beaucoup des autres livres qu'il publie par ailleurs, c'est quand même son regard de grand curieux et comment, pour lui, évidemment, la montagne est une terre de pratique, comme ça vient d'être lu, mais aussi une matière d'étonnement, de curiosité. J'ai appris beaucoup dans la discussion, dans ce sens où il n'oublie jamais son regard de scientifique quand il est en montagne, c'est-à-dire qu'il analyse ou il essaie de comprendre les phénomènes qui sont sous ses yeux en montagne, par exemple celui du vide, auquel il a consacré un livre par ailleurs. Il m'a aussi expliqué que c'était en montagne. Alors on le raconte dans le livre et très franchement, je serais incapable de vous refaire la démonstration, mais la démonstration physique assez maintenant implacable de pourquoi c'est la nuit est noire. Et donc c'est en fait en montagne, à partir d'une certaine altitude, que lui-même l'a mieux compris. C'est quelque chose qui a été qu'il a fallu, si j'ai bien compris, plusieurs siècles pour établir scientifiquement. Donc voilà, donc Étienne Klein, donc, est un alpiniste, comme je le disais. C'est aussi quelqu'un qui court beaucoup en montagne, qui est un grand pratiquant de trail. Il fait souvent l'Ultra Trail du Mont Blanc tous les ans. Et il a établi un petit peu des catégories qui finalement peuvent moi me servir et peut-être permettre de mieux cerner tous les auteurs dont on vous parle ce matin. C'est qu'il a un petit peu établi une typologie des pratiquants de montagne fonction du type de paysage qu'ils aiment. Et il met d'un côté ce qu'il appelle les kantiens, c'est-à-dire les gens comme lui, du reste, qui aiment plutôt les milieux assez minéraux, les arêtes très effilées, qui ont finalement plutôt un profil de scientifique. Ce sont des gens qui aiment bien les choses assez rigoureuses, les choses assez absolues. Et puis de l'autre, moi j'avoue clairement appartenir à cette catégorie, vous avez les Nietzschéens, qui sont plutôt des amateurs de formes plus rondes, de moyenne montagne, de paysages davantage verts et donc de randonnée. Et donc voilà. Et je trouvais que c'était assez intéressant parce que je vous ai finalement ce matin, on va terminer avec deux autres auteurs, parler de certains qui sont clairement des
des Kantiens, c'est aussi le cas de Ruffin, et puis d'autres comme lui, qui ont cette espèce d'absolu de l'alpinisme. Et moi, j'avoue, pas forcément très à l'aise dans les milieux trop anguleux, dans les milieux un petit peu qui expriment parfois une forme d'hostilité, enfin dans leur minéralité, dans leur côté isolé. Et puis aussi, ce qui est intéressant chez Étienne, c'est que donc dans sa pratique du trail, et ça revient un petit peu à son côté scientifique, il parle très très bien. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous font du trail. Moi, j'avoue que ça m'est totalement étranger. L'idée de courir en montagne n'est pas du tout mon truc. Lui, il le fait tous les ans. Et il s'entraîne quasiment tous les matins en allant courir pour ça à Paris. Enfin, c'est une astreinte, une ascèse qui m'est complètement étrangère. Et il parle très très bien de ce qu'il ressent des rapports entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire de la relation quasiment dialogique, du dialogue qui s'instaure au bout d'un moment lorsqu'on court des heures et des heures en montagne entre le corps et l'esprit. Et de cette idée qu'on ne sait plus au bout d'un moment... D'abord, il y a vraiment un dialogue. Alors, c'est pas qu'on soit schizophrène, mais moi, il me raconte ça vraiment. Je l'écoute, je suis assez fasciné de comment le corps parle à l'esprit. Enfin, il y a une espèce de dialogue comme ça, vraiment quasi physique qui se met en place. Et comment on ne sait plus du corps ou de l'esprit au bout d'un moment lequel entraîne l'autre. Et il fait beaucoup de références parce que il est donc physicien, mais il est également philosophe des sciences, Étienne Klein, qu'il enseigne à l'école centrale. Et il me citait un passage de Spinoza dans l'Éthique. Si j'ai bien compris, Spinoza s'est pas spécialement intéressé au corps par ailleurs, mais il y a une page dans l'Éthique dont c'est le cas. Et cette phrase, il y a une phrase qui est citée dans le livre, qui est la suivante, c'est « Que peut le corps, on ne sait pas ». Voilà. Et j'ai trouvé intéressant aussi que dans une collection de livres d'entretien sur la montagne, il y ait ce scientifique qui pose son regard, qui est très différent de celui... des autres, qui n'oublie jamais qu'il est scientifique et qui est toujours un petit peu dans l'analyse. Mais cette analyse, et je vais terminer là-dessus, simplement, ce que je trouve passionnant chez lui, c'est qu'elle ne désenchante pas les choses. C'est-à-dire que parfois, l'analyse scientifique peut un peu épuiser un sujet, un petit peu voilà, on est arrivé au bout du sujet dans une forme de froideur. Et Étienne Klein, lui, il rajoute de la poésie. C'est ça que je trouvais extrêmement... plaisant dans les discussions que j'ai avec lui, j'espère réussi dans le livre qu'on a fait, et de manière plus générale, qui est séduisant dans ses interventions, c'est qu'il a une manière de rajouter de la poésie par la science, et non pas de figer le monde dans une rationalité parfois un peu froide et un peu désespérante. Donc voilà, ça c'était Étienne Klein. On va après passer à une toute autre forme de personnage. Là, on va aborder quelqu'un qui est précisément une Nietzschéenne, qui est Belinda Cannon, dont un extrait va être lu. Je veux simplement dire sur Belinda, qui est devenue aussi une amie par ailleurs, que dans la collection, elle est un petit peu à part parce que on a bien eu des entretiens, mais on n'a pas produit un livre d'entretien, elle a écrit un essai. Donc c'est un essai de Belinda Cannon, qui est par ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, une très très bonne essayiste, qui a fait des très beaux livres, notamment un qui est magnifique, qui s'appelle Le sentiment d'imposture, qui analyse cette idée, moi qui me parle en tout cas, et peut-être... de vous parler aujourd'hui comme éditeur, je le ressens en ce moment, de ce sentiment d'imposture, de ne pas être à sa place, d'être un petit peu par défaut et que quelqu'un va vous démasquer au dernier moment pour vous dire que vous n'êtes pas à la place où vous devriez être. Donc voilà, on va vous lire un extrait donc, de la forme du monde, qui est entre guillemets le seul essai de la collection Versant intime. Si le prestige de la montagne, à mes yeux, tient à ce qu'elle est traversée par ses multiples temporalités, il est une autre de ces dimensions non moins capitales qui lui confère une grande importance. Je l'ai comprise en cherchant à me rendre raison de mon émotion, tandis que j'allais d'Arola vers le pas de chèvre dans le Valais. Au fil de l'ascension, une belle montagne, sur l'autre versant de la vallée, se révéla progressivement dans toute sa masse et m'apparut comme un cône gigantesque. Je puis dire qu'elle prit forme, tandis que je m'élevais. Son dessin d'ensemble ne me devenant perceptible que quand j'eus atteint une certaine altitude. Ce n'est pas qu'elle était si belle, d'ailleurs. Mais voici l'intérêt de prendre de la hauteur. La forme du monde, cachée pour le passant des fonds de vallée, nous apparaît miraculeusement à mesure que nous montons. À la réflexion... Elle devait être assez somptueuse, cette montagne. Car je me rappelle m'être ému d'un petit banc
vraiment tout seul sur un épaulement, posé devant la majesté de la chaîne. Comme au bord de l'infini. Bien sûr, il n'y a pas une forme, mais des formes diverses qui, ailleurs qu'en montagne, sont presque toujours invisibles, souterraines. Mais voici ce que j'essaie d'exprimer par ces mots de forme du monde. Habituellement, nous marchons sur le monde, et qu'il soit plat ou vallonné, nous le percevons comme une surface amorphe qui soutient nos pieds. Tandis qu'au cours de l'ascension, ces figures se révèlent, extraordinairement variées. Nous prenons conscience que le monde a une forme. Il est du reste très difficile de décrire ces multiples figures. Immenses formes coniques. Arcs de sommet formant de vastes cuvettes ou vasques. Pointe. Dents carrées ou en crochet. Plissements. Éboulis de pierre. Épaulements. Combes. Petits plateaux. Glaciers cascadants ou retenus par des sommets plats. Alpages en délicat vallonnement. Escarpements. Boursouflures. Nappes. Fastueuse variété qu'offre la montagne et que je ne peux d'ailleurs mémoriser, même quand je suis devant le tableau. Que je ferme les yeux une seconde et le spectacle m'étonne à nouveau. Mais ce que j'apprends alors, ce monde que je perçois ordinairement comme un faisceau de route, soutenant notre avancée, supportant aussi des forêts, des champs, des oiseaux et toutes sortes de merveilles, certes. Mais semblant n'être qu'un support, ce monde surgit soudain et montre la prodigieuse diversité des formes, des matériaux et des architectures. Et si je m'autorisais un peu d'anthropomorphisme, je dirais quelle majesté m'apparaît alors, quelle grandeur. Même le panorama si bien connu de la Sainte-Victoire me donne le sentiment d'un privilège. Lorsque mon train arrive dans ces parages et que soudain je la vois, avec sa façon penchée d'avoir poussé, pente douce sur une face et abrupte de l'autre, sa ligne de crête régulière, sa manière d'attraper la lumière selon l'heure, je ressens une excitation particulière, comme si une grâce m'était accordée. La découvrant, je la reconnais sans que mon étonnement soit entamé. Malgré Cézanne, et sachant que le peintre nous a peut-être appris à l'aimer autant que nous l'aimons parce qu'il a fixé son évidence. Elle est avant tout une forme, reconnaissable entre toutes. Et je me dis... Quelle chance! Quelle chance! Je vois la Sainte-Victoire. Mais oui, la petite montagne de la Sainte-Victoire m'émerveille. La beauté est la forme du monde. En fait, Belinda Cannon a, dans ce livre, c'est une espèce, vous voyez, de rêverie philosophique, c'est un petit peu ce qu'elle essaie de faire. Encore une fois, le texte est tellement bien lu que je ne sais pas trop quoi ajouter. Je veux simplement dire que non, ce qui est intéressant aussi chez Belinda Cannon, c'est la manière qu'elle a d'analyser le temps, de mettre en perspective ce qu'elle appelle le temps géologique, puisque la montagne, par ses couches, nous permet quelque part de mettre, on a parlé de la forme du monde, mais un petit peu de mettre à nu l'histoire du monde, un petit peu sa formation géologique, et de la mettre évidemment en rapport avec le temps d'une vie humaine qui est sur une bien autre durée. Et ce dont j'ai pas trop parlé ce matin, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces collections, il y a des auteurs, des hommes et des femmes. Et mine de rien, le regard des unes et des autres n'est pas tout à fait toujours le même. Et il y a un passage qui est extrêmement touchant, que raconte Belinda et qui était touchant dans nos propres discussions. Et j'avoue, moi, quand en com, je ne l'avais pas envisagé, c'est que Belinda m'expliquait qu'elle a peur d'aller marcher seule en montagne. Et en ce sens, elle m'explique, voilà, assez clairement, et d'autres autrices que j'ai interviewées pour mes portraits me l'ont dit, c'est que il y a comme des circonstances dans lesquelles la femme n'oublie pas qu'elle est une proie potentielle, et que des peurs qui ne sont pas forcément des peurs irrationnelles, mais en tout cas qui sont vécues de manière puissante. Contrairement à d'autres de ses amies, elle a toujours... elle n'a jamais été marcher seule en montagne parce qu'elle se sent peut-être potentiellement menacée. Et encore une fois, donc, la deuxième partie des ouvrages Versant intime, c'est une petite anthologie, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, de livres sur ou autour de la montagne que l'auteur ou l'autrice commente. Et dans les choix de texte aussi de ces auteurs sont intéressants parce que je pense que de la même manière que nos lectures nous définissent, ou en tout cas
peuvent aider à nous définir, enfin notre bibliothèque. Les choix des textes que les auteurs ont faits disent des choses d'eux. Et d'ailleurs, dans les commentaires qu'ils font de ces textes, parfois il y a une espèce d'autobiographie en creux. Et dans les choix de textes que Benida a mis en place dans la deuxième partie du livre, il y a un extrait de Simone de Beauvoir, dans laquelle Simone de Beauvoir raconte, alors je ne vais pas dire de bêtises, ça va être La force de l'âge. Elle raconte toutes ses randonnées, notamment ses randonnées solitaires. Donc elle était tout le contraire de Benita Cannon. Elle n'avait pas peur, même si il y a une scène en fait où elle a manqué de se faire violer par trois types qui voulaient la prendre en autostop. Et donc ce qui est aussi intéressant chez Benita Cannon et aussi ce qui ressort des discussions sur la montagne que j'ai avec ces femmes, c'est on voit quand même comment la marche et la montagne, c'est aussi un concours à l'émancipation féminine de manière très claire, comment le rapport à la nature y concourt. Dans les textes que Benida avait choisis, il y a un roman d'une romancière autrichienne qui s'appelle Le mur invisible, qui est un petit peu comme quelque chose d'assez précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écoféminisme. L'histoire est assez folle parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est dans un chalet du Tyrol autrichien. Et un matin, en se levant, elle veut redescendre dans la vallée et elle se heurte à un mur. C'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle est complètement isolée du monde. Alors, le monde n'a pas disparu, mais le monde est inaccessible. Et le roman, une espèce de variation sur Robinson, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la dernière femme sur Terre. Et donc voilà, donc Benida aussi a cette sensibilité-là. C'est ça un petit peu, si je dois dire une chose sur ce qu'elle écrit. Et encore une fois, l'extrait était tellement bien lu que je ne vois pas trop quoi rajouter. Mais je pense que cette sensibilité féminine, cette manière de voir le monde, cette manière d'arpenter le monde, n'est pas anodine. Et qu'en ce sens, vous voyez, avant de discuter avec Benida, très franchement, moi j'ai découvert la montagne vers l'âge de 10 ans avec mon père. En tant qu'homme, je ne me suis jamais posé la question de ce que je pouvais risquer à être seul en montagne. Alors après, j'ai intégré d'autres risques, comme celui de l'orage, auquel mon père m'a sensibilisé, mais cette idée que, étant une femme en montagne, était différente, je ne l'avais franchement pas envisagée avant que Benida Cannon m'en parle dans nos entretiens et qu'on le retranscrive dans le livre qu'on a fait ensemble. Voilà. Juste pour terminer, maintenant, je vais juste vous parler de quelqu'un moi, qui me tient beaucoup à cœur, avec lequel vraiment la collection a commencé, c'est Michel Butor. J'ai vraiment une affection parce que c'est quelqu'un qui était plus âgé que mes propres parents. Comment dire ? Mon histoire avec Butor est assez belle parce que c'est quelqu'un que j'avais interviewé il y a très très longtemps. Michel Butor, en fait, a vécu la dernière partie de sa vie à Lucinge, qui est un petit village au-dessus d'Annemasse. Et j'avais d'abord été interviewé il y a très très longtemps pour un magazine littéraire. Et il s'est trouvé que j'avais compris que vivant en montagne, il devait avoir des affinités avec ce milieu. Donc je lui ai proposé le livre. Et Michel Butor est quelqu'un qui a une histoire un petit peu assez longue sur la montagne, puisqu'en fait, il a d'abord découvert en habitant en Nice, avec ce qu'il y a au-dessus de la ville. Et surtout, il a fréquenté les montagnes en vivant, en travaillant, en enseignant aux États-Unis. Et notamment, il était à Albuquerque. Albuquerque est une ville, si j'ai bien compris, qui est à peu près à 1500 mètres d'altitude et qui est surplombée par le mont Sandia. Alors, je ne le connaissais pas avant que Michel Butor m'en parle. Et le mont Sandia l'a fasciné parce que son bureau, en fait, donnait sur cette montagne à laquelle on ne peut pas échapper quand on habite à Albuquerque. Et de la même manière que tout à l'heure, dans l'extrait qui était lu, on parlait de Cézanne et de la Sainte-Victoire. Il a quelque part trouvé sa montagne et il m'expliquait que chacun devait trouver la sienne parce que le mont Sandia, qui, si j'ai bien compris, est un terme qui vient de pastèque en espagnol, il observait tous les jours, toute la journée, la constante recomposition de cette montagne qui, évidemment, évoluait d'un moment de la journée à l'autre, d'une saison à l'autre. Et évidemment, en ce sens, il avait trouvé sa montagne comme Cézanne avait trouvé la Sainte-Victoire ou Hokusai traitait le Fuji. Et Michel Butor, donc, était quelqu'un qui était enseignant. Moi, j'avoue que c'est pareil, je parlais de Marie-Hélène Lafont tout à l'heure. Écoutez Michel Butor, je pense qu'on peut trouver pas mal de ses interviews en ligne, notamment France Culture ou autre. C'était quelqu'un c'était la bienveillance incarnée. C'est quelqu'un qui vous élevait. C'était vraiment quelqu'un, quand il vous parlait littérature, qui avait une intelligence sensible et qui était capable
de vous faire entrer dans n'importe quel sujet, enfin en l'occurrence des sujets littéraires, mais vraiment qui était le professeur dont on peut rêver. Et c'est précisément en tant que professeur, quand il a été muté à l'Université de Genève, donc il est venu s'installer à Lucinge, où moi-même je lui ai rendu visite. Et la montagne, en fait, est devenue extrêmement importante dans sa vie parce que ses journées étaient structurées de la façon suivante. Il allait se promener le matin au-dessus de son chalet avec son chien et il m'expliquait comment, quand il avait un texte à écrire, il a beaucoup écrit avec des peintres, Michel Butor, ou simplement un texte en cours, comment les idées qui étaient assez embrouillées dans sa tête le matin, comment des choses, des éléments de récit qui ne parvenait pas à mettre en place. Il allait se promener. Il me disait, vous voyez Fabrice, quand je vais me promener, les choses se structurent dans ma tête et je reviens, quelque part, je peux mettre en mots la rêverie qui s'est structurée pendant ma promenade. Il y avait vraiment quelque chose comme ça qui était extrêmement, impressionnant chez lui, qui était non pas ritualisé, mais comme si un miracle se reproduisait tous les jours. Tous les jours, vous avez ce sentiment d'être perdu, ce sentiment de commencer quelque chose, d'être au seuil de quelque chose et que ce quelque chose ne se met pas en place. Et puis vous allez vous promener, vous marchez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous revenez, vous vous asseyez à votre bureau. Depuis son bureau, moi j'ai été chez lui plusieurs fois, il y avait une vue comme ça sur une chaîne montagneuse, et c'était comme si les montagnes qu'il avait arpentées étaient sur la table de son bureau, qu'il parvenait à les mettre en mots. C'était vraiment quelqu'un, Butor, je ne sais pas si vous avez lu, je pense son texte le plus connu, la modification, mais d'ailleurs la modification est intéressante parce que la modification, c'est le trajet en train donc d'un personnage, et on suit au cours de l'histoire ce qu'il vit au présent, ce dont il se souvient et ce qu'il projette dans l'avenir. Et chacune des randonnées de Michel Butor procède un petit peu de la même manière. Il m'expliquait que quand on marche, que quand lui en tout cas marchait, il y avait une espèce de va-et-vient constant entre la recomposition du paysage. Vous savez, quand vous marchez assez lentement, le paysage évolue comme ça autour de vous. Et il expliquait très bien comment la recomposition permanente du paysage extérieur du promeneur induisait une recomposition intérieure de la psyché du marcheur. Et donc, on va justement maintenant, pour terminer, parce qu'il faut que je laisse la place à ceux qui nous succèdent, lire un petit extrait du livre « La mémoire des sentiers » de Michel Butor. La marche en montagne abolit la frontière entre randonnée imaginaire et randonnée réelle. On se promène entre les 3 dimensions du temps, passé, présent et futur, dans lesquelles surgit parfois une peinture. Je reconnais soudain un Bruegel, un Konrad Witz, un Gaspard Wolff, un Ferdinand Hodler. Ces passerelles entre les couches du temps, leur délicate coexistence, m'ont toujours passionné. J'ai exploré, ou plutôt expérimenté cette idée dans le roman La Modification, où le personnage est installé dans ces 3 dimensions du temps, ce dont il se souvient, ce qu'il vit, ce qu'il rêve et anticipe. Nous nous promenons perpétuellement le long du temps, qui n'est pas quelque chose d'aussi linéaire que nous pourrions ou voudrions le croire. Il y a bien sûr un mouvement général irréversible, allant dans une direction précise, mais doté de perpétuelles vibrations. Chaque moment est complexe, au sens mathématique de nombre complexe. Il est traversé d'échos, d'harmoniques, et parmi les activités humaines, parmi tous les registres possibles de paysages, la marche en montagne est la plus propice pour générer ces harmoniques. C'était donc un extrait de La mémoire des sentiers de Michel Butor. On va peut-être arrêter là, je crois, parce que... Merci à vous. Merci beaucoup de votre attention. Bonne journée, merci.